Bon après-midi les amis. Merci. Merci. Bon, merci pour cette petite rencontre que vous avez improvisée. Je sais que la presse est toujours à l'affût de l'information. C'est donc vous qui avez souhaité plutôt me rencontrer pour certainement des questions additionnelles par rapport à ce qui a été posé comme question par les députés provinciaux. Je suis à votre disposition pour tout besoin. Si jamais vous avez d'autres questions à poser, je suis tout à fait ouvert pour vous répondre. Effectivement, Téléconseil Congo est une entreprise de droit congolais qui travaille avec le gouvernement congolais et qui dispose d'un contrat, un contrat de numérisation de cadastre et de sécurisation de titres fonciers immobiliers à l'est de la RDC. C'est un contrat qu'on appelle un contrat BOT, Build, Operate and Transfer. C'est un contrat qui signifie qu'une entreprise qui devient partenaire du gouvernement construit les infrastructures, exploite ces infrastructures et se fait rémunérer à travers les services rendus à l'État pendant une certaine durée de temps. Le contrat conclu par Téléconseil Congo, c'est un contrat de 9 ans qui court encore. Et donc, ce contrat a permis à cette société de venir s'installer à Goma, de faire des travaux de rénovation des services de cadastre, d'installer des infrastructures de numérisation des titres fonciers immobiliers et surtout de constitution d'une base de données de titres fonciers immobiliers, notamment du Nord Kivu. En fait, il s'agit d'un exercice de modernisation du cadastre, mais surtout de constitution d'une base de données, ce qui permet à l'État de lutter notamment contre la superposition des titres. Ce travail est fait, mais il faut constater qu'il y a un certain nombre de malentendus qui se sont développés. Des malentendus qui se sont développés suite certainement à la méconnaissance du dossier lui-même par certains, mais aussi à la mauvaise foi surtout de certaines personnes qui jouent au statu quo. Vous savez, l'homme n'est pas toujours prêt au changement. Et donc, lorsque vous amenez une entreprise dans un domaine où il s'agit de moderniser et donc de mettre en brèche un certain nombre de pratiques qui s'étaient installées parfois contre les intérêts de l'État, il est normal qu'un certain nombre d'individus puissent combattre une telle initiative. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez au Nord Kivu, il n'est plus possible d'envisager, en tout cas à Goma, il n'est plus possible de trouver des cas de superposition des titres. Aujourd'hui, lorsque vous avez fait sécuriser votre titre, ça vous permet d'être sûr que plus personne ne pourrait s'installer sur vos droits et interférer dans ce qui vous revient. Lorsque vous avez la carte du propriétaire, cette carte vous permet de vous relier à la base de données de l'ensemble des titres déjà numérisés ici au Nord Kivu. Et donc, c'est, je dirais, par mauvaise foi, que certaines personnes soulèvent la question comme pour dire que Téléconseil est venu percevoir des frais qui sont induits. Non, les frais qui sont perçus par Téléconseil, ce qu'on appelle des frais de sécurisation, c'est des frais qui sont fixés par voie d'arrêté ministériel. C'est des frais qui sont donc fixés par le gouvernement congolais. Je voudrais noter en passant que le contrat entre Téléconseil et le gouvernement congolais, c'est un contrat qui a été adopté en conseil des ministres. Ce n'est pas un contrat, une affaire, toute petite affaire entre cette entreprise et un certain service ici. C'est, je dirais bien, un contrat conclu avec le gouvernement. Les frais de sécurisation sont fixés par voie d'arrêté. Ces frais varient de 40 $ à 250 $, le tout dépendant de la nature du bien dont on doit sécuriser les titres. En fait, je n'ai pas eu le temps de le dire aux députés provinciaux, les frais de sécurisation des titres, ce ne sont pas ces frais qui posent problème. Je crois que les personnes qui sont réfractaires au changement cherchent à faire croire que les frais de sécurisation constituent un problème. Lorsque vous opérez une mutation, vous avez acheté une maison par exemple, vous devez opérer une mutation en votre nom. Eh bien, les frais qui reviennent à l'État ne dépassent pas 100 $ en réalité. Les frais
de téléconseil. Comme je vous l'ai dit, c'est des frais fixés par voie d'arrêté pour permettre à Téléconseil, en vertu du contrat BOT, de rentrer dans son investissement. Ces frais, supposons qu'ils soient de 150 $. On serait déjà 250 $, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, lorsque vous faites une mutation, les agents de cadastre vont vous demander 1500 $, 1000 $, 1500, 2000 $ parfois. Donc le vrai problème n'est pas au niveau de Téléconseil, le vrai problème plutôt c'est au niveau de ces agents des services de cadastre qui abusent de la loi et qui pratiquent des faux taux à charge de ceux qui viennent notamment pour les opérations foncières et qui donc abusent de la bonne foi des propriétaires des titres fonciers immobiliers. Donc aujourd'hui, ne font pas qu'on puisse tromper l'opinion. La population, en fait, devrait plutôt s'en prendre à ces agents de cadastre véreux qui n'appliquent pas les tarifs légaux, qui donc, au lieu d'appliquer les tarifs légaux, notamment les tarifs revenant à l'État plus les frais de sécurisation, majorent l'ensemble des frais en appliquant des faux tarifs qui leur permettent de gagner par titre parfois des milliers de dollars. C'est de ce côté-là qu'il faut voir le problème. Donc, j'ai tenu à votre intention ici à préciser que Téléconseil n'est pas une entreprise qui est venue pour brader les intérêts du propriétaire foncier, mais plutôt c'est une entreprise qui est venue pour sécuriser les biens fonciers et donc qui est installée dans l'intérêt des propriétaires fonciers. Et deux, les frais de sécurisation qui sont perçus par cette entreprise, c'est des frais en contrepartie d'un service rendu, en contrepartie des investissements réalisés pour le compte de l'État, de manière à ce que les services soient modernisés. Il est donc abusif, je dirais méchant, de prêter des intentions à cette entreprise comme si c'est elle qui est venue malmener la population. Je crois que ceux qui malmènent la population, ce sont les agents du cadastre, je dis bien des agents véreux, qui n'observent pas les tarifs de l'État, qui pratiquent des faux tarifs et qui font payer à la population parfois des montants 10 fois, 15 fois plus élevés que ce qui aurait dû rentrer dans les caisses du Trésor et ce qui aurait dû revenir au profit de Téléconseil Contre. Voilà ce que je pouvais apporter comme précision sur ce sujet. Et vous? Oui, honorable sénateur, parmi toutes les questions qu'on vous a posées lors de votre intervention, il y a celle liée au rajeunissement de la classe politique, c'est-à-dire donner la chance aux jeunes d'intervenir aussi dans la gestion de la chose publique. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous voulez rentrer au Sénat? Je voudrais rentrer au Sénat parce que je pense que la province du Nord Kivu a encore besoin de mes compétences, de mon dévouement. En tout cas, je suis disponible pour servir encore l'État et la province. Je ne constitue pas du tout une menace pour la jeunesse. Moi-même, vous savez, j'ai commencé ma carrière à 39 ans. À l'heure qu'il est, j'ai 60 ans. Je crois que je ne suis pas si vieux que cela. Mais j'ai encore l'énergie et la capacité de servir encore l'État. Lorsque moi-même, je suis entré comme politicien à 39 ans, il y a des vieux que j'ai trouvés. Moi, j'étais dans le tout premier gouvernement comme ministre de l'économie avec des amis comme Tambo Mamba, comme Feu Kamanda Kamanda. C'est des années que j'ai trouvées, mais dont j'ai beaucoup profité de leur expérience. Et donc, le rajeunissement de l'État, ou même, je dirais, des acteurs politiques, ne devrait pas signifier le départ ou le renvoi de tous les anciens politiciens. Ce serait, je pense, une erreur de penser qu'on peut faire table rase, chasser tous les vieux, installer des jeunes sans expérience, sans connaissance de terrain et espérer que les affaires de l'État vont marcher comme sur des roulettes. Les vieux sont là pour aussi éclairer, donner, indiquer la bonne voie à suivre aux jeunes. Les vieux sont là pour faire bénéficier de leur expérience à la jeunesse. Je suis donc très très ouvert à travailler avec tout le monde, les jeunes y compris. Et je pense que la petite expérience dont je dispose et dont j'ai dû, aujourd'hui je pense que j'ai fait allusion à un certain nombre de réalisations et de projets justement dont je suis porteur, je pense que s'il y a des jeunes qui ont la chance d'être élus au Sénat ou même à l'Assemblée nationale, ils pourraient profiter de cette expérience. Et c'est comme ça qu'on prépare la relève. Préparer la relève signifie
travailler avec la jeunesse de manière à lui indiquer la voie et à lui donner la possibilité de poursuivre les chemins. Alors, vous postulez aux élections sénatoriales. La province du Nord Kivu connaît une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent. Croyez-vous quel type de sénateur est maintenant adéquat en ce contexte de la province du Nord Kivu? Et surtout tenant compte que vous êtes comme une passerelle entre la province et les décideurs nationaux. Effectivement, le sénateur représente la province. Le sénateur est là, entre autres, justement, pour faire valoir les problèmes de la province. Et je pense que le type de sénateur dont la province du Nord Kivu a besoin, c'est des sénateurs engagés, des sénateurs qui connaissent la situation de la province, mais également le fonctionnement de l'ensemble des institutions. C'est des personnes, n'est-ce pas, qui sont à même de défendre les intérêts de la province du Nord Kivu parce qu'ils la connaissent bien, parce qu'ils maîtrisent les sujets, mais parce qu'ils ont aussi une certaine expérience, une certaine capacité de poser des problèmes auprès des institutions au niveau national. Le travail d'un sénateur, comme celui d'un député national, ne consiste pas seulement à rester dans l'hémicycle, ne consiste pas seulement à parler, c'est vrai que nous parlons. Le travail d'un sénateur ou d'un député national, c'est aussi de faire du plaidoyer, c'est de faire du lobbying, c'est de sortir parfois de son bureau, d'aller visiter des ministres, d'aller parler avec des amis à la présidence, en tout cas de faire le tour des autres acteurs politiques, justement pour faire le plaidoyer au profit de la province. Et je pense que nous y avons de la place. Nous y avons de la place parce que non seulement que nous connaissons notre province, nous sommes engagés, mais aussi nous avons une certaine expérience des institutions nationales à Kinshasa. Nous connaissons pratiquement, je dirais aujourd'hui, tous ceux qui sont au pouvoir. C'est des personnes avec qui on a travaillé ou qui sont passées par nous. Et non, donc nous avons cette possibilité de faire bénéficier de notre province, de tout ce que nous disposons comme bagage, à la fois en termes de connaissances de Kinshasa, des institutions nationales, mais aussi à la fois de ce que nous connaissons de notre province. Voilà pourquoi j'ai demandé qu'on puisse me renouveler ce mandat, du fait que je suis, je pense, de tous les 4 qui pourraient être élus, puisque je serai le seul à avoir été réélu, je pourrais être le seul à mieux connaître le Sénat, comment il fonctionne, à mieux connaître les méandres des institutions politiques à Kinshasa, et certainement ensemble avec mes collègues, on fera du bon travail pour la province du Nord Kivu. S'il y a un élu originaire du Nord Kivu, député national ou sénateur, qui a parlé, qui a plaidé pour la province du Nord Kivu, qui a interpellé des ministres, je ne voudrais pas énoncer le nombre d'interpellations que j'ai formulées, le nombre de questions orales avec débat que j'ai posées aux ministres, qui a initié des enquêtes parlementaires dont le Nord Kivu pourrait être bénéficiaire, qui a plaidé pour que la province du Nord Kivu puisse disposer de ressources pour son fonctionnement. En tout cas, qui s'est battu pour cette province, je suis de cela. Je suis parmi ceux-là et je crois que de temps en temps, vous m'avez suivi dans les médias. Mais j'ai indiqué aussi que je suis parmi les rares élus originaires du Nord Kivu qui ait initié une proposition de loi et une loi cadre. Je crois que je suis le seul de la législature, Assemblée nationale et Sénat confondus. Je suis le seul élu certainement qui a initié une loi cadre, c'est-à-dire une loi de portée générale et transversale qui peut servir de référence pour d'autres lois spécifiques. La loi cadre sur la stabilité et le développement des milieux ruraux en République démocratique du Congo. C'est une loi très importante. Elle n'est certainement pas encore passée jusqu'aujourd'hui. Elle a été jugée recevable au niveau du Sénat. Et une fois que nous rentrons au Sénat, nous nous ferons fort de pouvoir la relancer pour que très rapidement, en tout cas avant la fin de cette année, cette loi soit votée. C'est une loi d'une importance telle que nos milieux ruraux, qui sont aujourd'hui dans un abandon total, une fois que cette loi aura été votée, nos milieux ruraux pourront retrouver, je crois, de leurs valeurs et de leurs éclats pour que finalement il y ait moins d'exode rural, pour que finalement il y ait des services de l'État en milieu rural, des agronomes, par exemple, qui doivent être au service de la population, des animateurs ruraux qui doivent être au service de la population, un service national dont vous entendez parler, qui est au service de la population et dans chaque province, et de ressources qui sont générées par le développement rural pour le développement des entités rurales. Voilà autant de sujets que j'ai abordés dans cette loi. Des questions liées à l'hygiène publique en milieu rural, n'est-ce pas? Autant de questions qui feront qu'une fois que cette loi est votée,
je suis sûr que l'image des milieux ruraux en République démocratique du Congo va fondamentalement changer. Les programmes de 145, le développement de 145 territoires dont on a tant parlé, aura de la base, du fondement pour être exécuté. Voilà une initiative parlementaire, n'est-ce pas, que j'ai prise, mais j'ai, comme je l'ai indiqué dans mon exposé, j'ai également plusieurs autres initiatives que je compte présenter durant cette législature. Je voudrais notamment présenter une proposition de loi sur la protection de la main-d'œuvre nationale. Je pense que vous savez comment aujourd'hui les Congolais souffrent lorsqu'ils se retrouvent en face des employeurs étrangers, les Indiens, les Indo-Pakistanais, les Rwandais, les Français, tous les autres. Lorsqu'ils viennent chez nous ici pour investir, ils ne nous prennent pas à notre juste valeur. Lorsqu'un Français vient de la France, lorsqu'un Indien vient travailler ici à Goma, on a toujours tendance à lui donner plus d'importance que le travailleur congolais. Il a certainement toujours un salaire plus élevé que le salaire du Congolais. Nous pensons qu'il faut mettre fin à cet état de choses. Nous pensons que ce traitement dégradant dont les travailleurs congolais, vivent lorsqu'ils sont employés par des entreprises étrangères et surtout en face des travailleurs étrangers, nous devons y mettre fin. Et donc j'ai également préparé une proposition de loi pour protéger la main-d'œuvre nationale. Troisième proposition de loi à laquelle j'ai pensé, il faut moraliser la vie publique. Aujourd'hui, le Congo, notre pays, est en train de dépérir parce qu'il n'y a plus d'éthique professionnelle dans la manière dont nous, les politiciens, les fonctionnaires de l'État, bref, l'agent public de l'État se comporte. Les militaires, le policier, les fonctionnaires, le député, les sénateurs, les ministres, on a perdu une partie de l'éthique qui fait qu'il y a un certain nombre d'antivaleurs qui se développent. Je suis en train de préparer une proposition de loi qui ira dans le sens de promouvoir l'éthique professionnelle et moraliser la vie publique. Oui, Excellence, peut-être ma préoccupation va tout droit aux déplacés de guerre, originaires de Rutshuru et Masisi. Aujourd'hui, un état très compliqué, surtout pour ce qui concerne le manque d'assistance au côté gouvernement, même aux organisations non gouvernementales, bien sûr les organisations partenaires du gouvernement congolais. Excellence, une fois réélu comme sénateur de la province Nord Kivu, qu'allez-vous faire exactement en faveur de ces déplacés de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo? Nous allons poursuivre le travail de plaidoyer que nous avons toujours fait. Nous l'avons fait pendant les 5 dernières années. Nous allons continuer, nous allons intensifier. Il vous souviendra que nous avons pendant cette législature, depuis que la guerre a commencé dans les Rutshuru et que la Masisi, nous avons initié plusieurs demandes auprès du gouvernement qui a pu faire un certain nombre de petits gestes en faveur de ces populations déplacées, à l'initiative de nous, les députés nationaux et sénateurs, personnellement, ce qui me concerne. J'ai même plusieurs fois accompagné des délégations du ministère en charge des affaires humanitaires à Rutshuru, notamment, pour intervenir en faveur des déplacés de guerre. Nous allons donc poursuivre ce travail de plaidoyer. Nous pensons que la prise en charge n'est pas du tout adéquate. Nous avions même eu l'occasion d'interpeller les ministres des Affaires humanitaires, je pense que vous aviez suivi. Il avait apporté des réponses que nous n'avions pas jugées satisfaisantes parce que nous avions constaté qu'il y avait un problème de volonté au niveau du gouvernement qui n'alloue pas toujours les moyens qu'il faut pour qu'il y ait une prise en charge correcte en faveur de nos déplacés. Nous allons continuer à nous battre, en tout cas nous allons y mettre beaucoup plus de pression pour que la prise en charge des déplacés de guerre puisse être suffisante. Mais je pense que ce qui compte le plus pour nous, ce n'est pas de continuer à garder des frères et des sœurs dans une situation aussi difficile dans les camps de déplacés. Ce qui compte le plus, c'est la fin de la guerre. Je crois que la bataille que nous devons mener, nous tous, pas seulement moi, mais tous les élus du Nord Kivu, c'est de faire pression sur le gouvernement pour que le gouvernement puisse mettre suffisamment de moyens, suffisamment d'énergie pour buter dehors nos agresseurs. Il faut neutraliser les M23, il faut chasser les Rwandais du territoire national et c'est ce qui permettra justement à nos frères et ceux qui sont dans les camps déplacés ici à regagner chacun son village et à mener une vie paisible comme par le passé. Et peut-être pour finir, vous parlez de buter hors d'état de nuire, bien sûr, l'ennemi. Le président kenyan
William Ruto aux États-Unis qui a annoncé que pour mettre fin à la guerre dans l'Est congolais, l'option militaire n'est pas prioritaire. Qu'est-ce que vous répondez pour finir? C'est son point de vue. C'est son point de vue. Je ne sais pas pourquoi il soulève ce point de vue. Mais moi, je pense que nous avons en face de nous des agresseurs qui ne sont pas de bonne foi. Et je l'ai toujours dit. Je ne suis pas sûr que nous pouvons finir cette guerre par la négociation, par seulement la négociation, comme certains le disent, avec notamment le Rwanda. Non, le Rwanda a suffisamment montré sa mauvaise foi. Il faut, je crois, lui apporter la preuve que nous avons la capacité de le chasser hors du territoire national. Et alors, à ce moment-là, nous pouvons dialoguer. Par contre, en ce qui concerne les supplétifs, ces supplétifs, notamment les M23, j'ai toujours soutenu, ma position a toujours été qu'il n'y a pas de négociation possible avec ces gens-là. Ce sont des supplétifs, c'est juste des simples individus que les Rwandais utilisent. Le jour où on aura trouvé une solution face au Rwanda, ils vont disparaître. On a une expérience de tout cela. On a vécu ça en 2009 avec les CNDP. On a vu comment la guerre s'est terminée. On a vécu la même expérience avec les M23 en 2012-2013. Ça finira de la même manière si nous trouvons une solution, notamment avec une solution, notamment militaire ou même diplomatique en tout cas. C'est plutôt avec ces pays qui nous agressent qu'il faut prendre langue, mais surtout leur apporter la preuve que nous avons les moyens de les chasser hors du territoire national. Merci.